BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de l'entreprise BFM, toujours bien sûr en compagnie de mon compère Arnaud Le Gall. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à toutes et tous. Et toujours bien sûr en compagnie de deux invités en première partie d'émission, un invité entrepreneur, ils sont tous les deux entrepreneurs, mais l'invité du week-end, et puis l'agnac de la semaine, et on commence tout de suite avec notre invité de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Et l'invité, vous allez voir, il brille. Il est dans la bijouterie et il est le fondateur de Cléor. On accueille son président fondateur, Gilles Bennejean. Arnaud, qui est-il ? Alors de notre invité, les échos ont pu écrire, voici quelques années, que l'idée de sortir des sentiers battus ne l'effrayait pas. Vous allez voir que c'est toujours le cas. Il n'a pas changé. Du reste. Cet autodidacte était directeur grand compte d'un fabricant de bijoux Fantasy lorsqu'il a eu l'idée de travailler autrement. L'idée, c'était, je cite, développer des accessoires, démocratiser la bijouterie et la rendre accessible, casser les codes, initier des tendances, en particulier en se lançant dans la distribution. Alors il commence par proposer l'idée à son employeur de l'époque, succès mitigé, on lui propose de développer ça, mais parallèlement à son activité de salarié, mais ça marche, et au bout de quelques années de cette double vie, il décide, avec la bénédiction de son mentor, une rencontre importante, et on aura l'occasion de le rappeler, c'est François Dalle, le patron emblématique, l'ex-patron emblématique de L'Oréal, il décide de franchir le pas. Tout ça, c'était il y a 20 ans, mais ce qui allait devenir les lignes de force du projet Cléor était déjà là. C'est d'abord d'utiliser des techniques qui font un peu l'état de l'art en matière de métallurgie pour produire des bijoux plus légers et plus résistants. Il y a aussi des méthodes pour le montage des pierres ou le traitement de surface des métaux, je parle sous votre contrôle, qui permettent de se passer de main-d'œuvre très spécialisée. Donc il y a une disruption en matière de production qui sert de base en fin de compte à une disruption en matière de marketing. Un autre verbatim de Gilles Bennejean que j'aime beaucoup, qui résume tout je crois. Nous sommes toujours à la quête du Graal entre ce qui se fait place Vendôme et la production semi-industrielle qui permet d'arriver au prix d'achat impulsif. La clé, elle est là. Le Cléor d'aujourd'hui, c'est 140 magasins, 800 collaborateurs, plus d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et puis encore bien sûr des projets. On nous parle, vos équipes nous parlent de refinancement et d'un nouvel ERP, par exemple, à brève échéance. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer aujourd'hui. Merci Arnaud. Bonjour Gilles Bennejean. Bonjour. Alors on va bien sûr parler du présent, du futur de Cléor, mais moi il y a deux choses qui m'ont intrigué dans le portrait d'Arnaud. C'est François Dalle, il n'était pas du tout dans la bijouterie, sauf à ce que je me trompe. Donc je vais essayer de comprendre le lien avec votre mentor. Et puis surtout ce qui s'est passé dans votre tête, pourquoi tout d'un coup vous avez envie d'être intrapreneur avant de devenir entrepreneur. Commençons peut-être par l'un ou l'autre comme vous le souhaitez, ce qui serait le plus logique chronologiquement. Écoutez, à mes débuts, comme vous l'avez dit, je suis autodidacte. Je rentre dans la bijouterie parce que c'est un secteur qui me plaît. Oui. Fibre commerciale, donc dans la vente. Mais où ? Dans une bijouterie ou Non, pas du tout. Chez Bijoux GL, qui était à l'époque le premier fabricant français de plaqueries argent en Ardèche. D'accord. 700 collaborateurs. Oui. Très belle entreprise. Je commence mes armes en tant que commercial. Oui. Et fort de mon succès, je termine directeur commercial grand compte dans le groupe. D'accord. Donc en dehors de gérer effectivement toutes les grandes chaînes de distribution, je gérais aussi bien la VPC Oui. que 120 stands en direct, donc en expérience de distribution grâce à cela dans des centres grands magasins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un de mes clients qui souhaitait vendre son groupe, qui représentait 200 magasins, je fais la proposition à mon dirigeant De les racheter de les racheter, parce que pour moi, c'était vraiment important de continuer la distribution dans des grands magasins. Et que lui, il les rachète en fait. Oui, bien sûr, sur l'entreprise. Voilà. Toujours légitimiste. Voilà, je parlais exactement. qu'au nom de l'entreprise. Absolument. Et il me demande de préparer un projet. Et à ce moment-là, un changement de chef d'entreprise. Nouveau président. Un président, on va dire, un peu plus... ni commerçant, ni commercial. Allez-y, il y a prescription. Vous lâchez là. Je que vous lâchez là. Ni commerçant, ni commercial. Je crois que voilà. Ça va vous faire le tour de la question est fait. Introverti, qui prend conseil à l'extérieur. Et bon, on dit toujours les conseillers ne sont pas les payeurs. Oui. Donc le résultat était qu'il n'y avait pas d'avenir dans la distribution et qu'il fallait qu'on reste dans la fabrication. Ça, c'était donc le Ça sont des phrases qui tuent un C'est- peu a posteriori, effectivement. Voilà. Et du coup, il refuse le projet. Il refuse le projet, mais voyant que j'avais déjà tout préparé et que en même temps, il imaginait que ça allait me passer très vite, il me dit, écoute, essaye sur un magasin et puis on verra après. D'accord.
Donc j'ai commencé avec sa bénédiction, j'ai ouvert mon premier magasin le 6 décembre 1990. Mais dans le cadre de la même entreprise ou bien vous avez créé une structure à vous? Non, sur la structure Cléor. D'accord. Mais en parallèle, effectivement, en gardant mes fonctions, ce que je gérais à moi. Non, mais la structure Cléor qui était votre structure à vous. Oui, c'est ça. Vous avez créé votre entreprise à cette occasion. D'accord. Ce sont les prémices, effectivement, de l'aventure Cléor. Et ça cartonne tout de suite. Vous évoquez un lancement au début décembre et ça n'a vraiment pas tardé. Écoutez, on savait que le concept était en place parce qu'on a ouvert un 6 décembre 97, 36 mètres carrés à Cergy-Pontoise. À l'époque, les banques, parce qu'il fallait déjà faire des dossiers bancaires. Il y avait des banques. les ratios indiquaient sur 36 mètres carrés qu'on allait faire 850 000 francs de chiffre d'affaires avec une marge de 48%. Et vous faites 2 millions. Et au 31 décembre, nous avions déjà fait les 850 000 francs avec une marge de 60%. En 3 semaines. Voilà, en 3 semaines. Et on est à quelle année là? On est en 1997. Et là, vous êtes donc toujours salarié en même temps de cette entreprise? Tout à fait. Et ça a duré plusieurs années, du reste, cette double vie, encore une fois. Combien de temps peut-on avoir cette double vie? 5 ans. Et à 5 ans, au bout de 5 ans, vous avez combien de points de vente? 15. Et là, c'est vous qui... Alors, c'est toujours avec... vous avez une vraie double vie, parce que 15 magasins, ça ne s'improvise pas. Tout à fait. C'est un full-time job. J'ai la chance de dormir à peu près 4 heures par nuit. Ah, comme Macron. Vous auriez pu avoir une autre carrière, finalement. Ça fait les présidents. Et à quel moment vous lâchez et pourquoi? Parce que moi, je me demande même pourquoi vous n'avez pas lâché plus vite. Alors, pourquoi? C'est qu'au début, déjà, la chance, c'est d'avoir eu François Dalle. Alors, justement, François Dalle. Alors, François Dalle... une des figures de L'Oréal. Fort de succès de ce premier magasin, j'avais la volonté, j'avais déjà la fibre, l'envie de continuer, de bâtir, de construire, et je savais que les banques ne m'auraient pas suivi. Donc je recherche un investisseur. Et là, un de mes amis me dit connaître un des fils de François Dalle. Et celui-ci, après une rencontre, accepte ma proposition, c'est-à-dire pour une somme la plus modeste possible, pour 50 000 francs, avoir 50% du nouvel établissement de la deuxième bijouterie. En ayant pour objectif, je savais très bien que son père regardait tous les investissements qui étaient faits par ses enfants, et de me retrouver très vite devant le père. Au bout de moins d'une semaine, j'étais convoqué. Un grand monsieur? Plus que ça. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Alors déjà, effectivement, il m'a conforté que j'avais bien la fibre commerciale et entrepreneuriale que j'avais envie de développer. Venant de lui, c'était un bel adoubement, effectivement. C'est pour moi, ça a été un grand monsieur à tous les niveaux parce que c'était quelqu'un qui avait son franc-parler. Ah oui. Quand il avait quelque chose à dire, il ne se gênait pas. Et il m'a appris surtout à anticiper, c'est-à-dire de ne jamais se satisfaire du résultat. Un étonnement, une question, qu'est-ce qu'il a... Parce qu'il avait quand même un groupe mondial à gérer, sans du tout vouloir vous en faire, vous aviez 2 petits magasins dans un coin. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu envie de consacrer de l'énergie, du temps à vous et à votre aventure? Qu'est-ce qu'il a vu chez vous, déjà, à votre avis, qu'il a... Déjà en 98, parce que ça, on parle d'avril 98, c'est quelques mois plus tard, après le premier ouverture du magasin, donc il a bien entendu... il s'est retiré du monde des affaires de L'Oréal, bon, bien entendu encore très présent. Mais ce qui l'a plu, c'est quand je lui ai parlé effectivement accessoirisation du bijou, démocratisation du bijou, donner accès au plus grand monde à l'univers du bijou et de la mode. Il a fait un rapprochement un petit peu avec son métier. Voilà. Et du coup, il a appris de vous également. Non, de vous ou de votre aventure? Oui, mais bon, j'ai vraiment appris et tout au long, et je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir pu partager plus de temps. Arnaud? Oui, parce qu'en fin de compte, il y a une formule qui n'est pas si éloignée de celle de L'Oréal. Il y a une innovation en matière de marketing, mais parce qu'en amont, il y a une innovation en matière de conception du produit, une vraie innovation technique, et ensuite une problématique de production. C'est peut-être le moment justement d'en venir un petit peu à cette fameuse disruption, quoi. C'est-à-dire que vous avez commencé par aborder la manière de produire les bijoux autrement. Comment ça vous est venu, ça? Écoutez, aujourd'hui, le constat était à l'époque que le billet de 50 francs, qui était là une référence dans les années 97-98, eh bien, on voyait que les métaux n'arrêtaient pas d'augmenter, que la main-d'œuvre augmentait, qu'il fallait trouver de nouvelles façons à pouvoir concevoir des bijoux et à acheter des bijoux, à les faire à des prix plus attractifs. Donc effectivement, à travers, comme beaucoup d'enseignes, nous sommes allés vers l'Asie, mais pas seulement, en proposant des nouvelles techniques de fabrication pour alléger les poids,
pour sertir les pierres, comme je vous le disiez tout à l'heure, de façon, entre guillemets, semi-automatique. Parce que vous fabriquez vos bijoux ? Alors, je ne les fabrique pas, je les fais fabriquer. C'est-à-dire qu'on a des quotas de réservation d'heures dans beaucoup d'usines. Oui, mais en revanche, le cahier des charges et la conception, bien sûr. ça reste effectivement quelque chose de méchant. Parce que, effectivement, vous l'évoquez là au détour d'une phrase, mais le fait de pouvoir sertir des pierres sans avoir besoin d'une main-d'œuvre spécialisée, ça, c'est une vraie rupture dans cet univers. Et ça, vous l'avez trouvé dès le début ? Vous avez, dès le début, mis en place cette révolution dès le départ, de production ? pour vous donner des... Dès le départ, pour moi, faire la différence avec tout le monde, c'était de vouloir se consacrer déjà à un mix produit complètement de nos bijoutiers et des autres bijoutiers traditionnels, qui faisaient un mix produit 70% en or, 20% ce qu'on appelle le bijou argent fantaisie, oui. et 20% d'horlogerie. Et là-dessus, moi j'aurais dit au contraire, je souhaite aller à plus de 40% sur le bijou mode et tendance, et me caper à peu près à 35-40% de produits or, et puis le reste, les produits de marque. Et vous avez vu juste. Aujourd'hui, c'est toujours le même mix ? Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même mix. Par contre, beaucoup de confrères sont en train de tendre vers notre mix. Une question avant qu'on poursuive sur l'aventure aujourd'hui. Le patron qui vous a vu partir, il l'a regretté. Je dis, vous savez, je pense à une aventure, je ne sais pas si vous la connaissez, l'histoire de Starbucks. Howard Schultz, embauché par une petite torréfaction à Seattle, qui leur dit on devrait faire un café, mais vendre du cappuccino. Il dit écoute, va faire ton truc dans ton coin, ça ne nous intéresse pas, il le fait. Ça marche tellement bien qu'il finit par racheter Starbucks et virer les fondateurs. Et c'est devenu 28 000 points de vente dans le monde. Votre histoire me fait un peu penser à ça. Non pas que vous ayez viré les fondateurs, mais est-ce que celui qui vous a laissé partir l'a-t-il regretté ? Je ne l'ai jamais revu. On a essayé, c'est une réponse. On ne s'est jamais revu. Je l'ai essayé de le faire à un moment donné, mais bon, ils ont eu d'autres soucis. Oui, comme les autres qui ont disparu aussi. Alors, on va dire maintenant, où en êtes-vous aujourd'hui ? À quel moment ça commence à décoller pour passer de 5, et vous disiez Arnaud aujourd'hui, à 140 points de vente, dont une grosse partie en succursale, en propriété, et de la franchise, et puis plein d'autres projets. Alors racontez-nous comment s'est fait l'accélération après ces 15 premiers magasins. Alors, grâce à François Dalle, déjà, on a pu racheter une chaîne de 23 magasins complémentaires. Oui. Donc de 2003... De bijoutier à l'époque déjà ? De bijoutier à l'époque, oui. Mais qui était spécialisé dans la montre. Oui. Et malheureusement, donc l'été 2005, au décès de François Dalle, je suis face à une succession de 6 enfants, pas issus du même mariage, encore plus compliqué, donc qui veulent récupérer un compte courant que François Dalle avait mis en place. D'accord, vous n'aviez pas évidemment ? Non productif d'intérêt. Oui, vous n'aviez pas l'argent, il était investi cet argent. Il était investi, et donc l'idée était de dire, écoutez, on trouve une solution, comme n'hésitez pas, au contraire, à défaut de leur père, ils n'étaient pas du tout dans l'entreprise. Ils préféraient récupérer le compte courant et vendre à valeur nominale les actions. Donc, chose qui a été réalisée. Et c'est là où j'ai fait rentrer, à l'époque, BNP Développement et Azulis. Pardonnez-moi, mais à la valeur nominale, c'est pas idiot, c'est peut-être pas mauvais pour vous. C'est pas le plus mauvais. Pour une entreprise qui avait déjà de la valeur, j'imagine. C'était pas le plus mauvais. Donc, bon, mais c'est ce... On va dire ce premier LBO qui a permis effectivement la croissance. La croissance. Par de la croissance organique ou externe ? Organique et aussi externe, les deux, parce on a fait les deux de 2006 à 2011. Vous l'évoquiez tout à l'heure, au tout début de votre aventure, chez votre précédent employeur, vous aviez développé la VPC. Cet univers de la bijouterie, il a été très très secoué par Internet. Qu'est-ce que vous avez fait sur le web, au-delà de vos points de vente ? Alors, bien entendu, on ne pouvait pas ignorer le web, hein, même si effectivement, c'est pas on va dire... une activité qui était la première chez moi, mais il faut se mettre... Vous ne pouvez pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. Et donc, on a, en 2012, on a commencé sur le net. Aujourd'hui, on a une croissance pratiquement tous les ans de 30 à 40%. Sur le web, en ligne. Oui, on va être cette année, on va finir à plus de 4,5 millions. Parallèlement au développement, lui aussi très rapide des points de vente, hein, comme quoi c'est pas antinomique, au contraire. Pas du tout, au contraire, ça rassure. Aujourd'hui, je pense que les gens ont besoin d'être rassurés. Effectivement, les gens regardent sur Internet, mais ils veulent pouvoir être rassurés à travers un réseau physique. Et effectivement, le fait d'être en doublon, je pense que c'est quelque chose qui rassure les clients et qui leur permet d'acheter effectivement sur le net. Alors aujourd'hui, quelles sont les limites de Cléor aujourd'hui ?
si tant est qu'il y en ait. Et quels sont les projets que vous continuez à... Je sens que votre œil, vous continuez à rêver à plein de choses. Écoutez, je crois que ce qui est formidable, c'est que on a fait un nouvel LBO en 2012. J'ai 21 centrales partenaires qui m'accompagnent. C'est quoi Central Partner, pardon? C'est le fonds d'investissement de Benetton. C'est un nom d'un fonds d'investissement, pardon. Un fonds d'investissement des Benetton. Des Benetton. Donc des gens qui connaissent le retail. Effectivement, et de façon vraiment très professionnelle. Et l'entrepreneuriat aussi, ils connaissent un peu. Oui. Exactement. Il y a une culture. Mais ils doivent être durs. Et ces gens-là me poussent à la perfection, c'est-à-dire aussi bien dans le reporting que dans les plans d'action, que dans les projets. Ça vous pousse à vraiment monter en compétence et d'aller chercher de nouvelles idées. C'est-à-dire là encore de ne pas satisfaire. Vous avez gardé, Gilles Benjean, le contrôle de l'entreprise malgré tout ou pas? Non. Vous ne l'avez pas gardé. Est-ce que ça change les choses ou pas? Ça change les choses à partir du moment si vous êtes moins bon, à partir du moment où vous êtes présent et vous occupez la place et que tout le monde y trouve son compte, ça se fait de Et alors, quelle est votre ambition commune avec cette nouvelle associée Alors, eux sont rentrés en 2012. On prépare un projet de sortie horizon 2018. Ah, ça vient vite. Ça vient vite. Moi, je souhaite continuer, bien entendu. Avec eux? Non. Non, ça sera un nouvel acteur. D'où le dossier de financement que j'évoquais tout à l'heure, parmi vos sujets de Exactement, c'est pour se préparer, pour avoir moins de pression financière. On avait un remboursement annuel qui était de l'ordre de plus de 6 millions par an. On passe à moins de 3 millions, ça permet d'être un peu plus serein. La franchise est un bon moyen de se développer avec moins de capitaux. Pour autant, vous êtes essentiellement en succursale. Pourquoi ce choix stratégique? Alors, pour moi, il y avait deux choses. Il y avait d'abord, on a une partie affiliée, oui, qui est un petit peu différente de la franchise. Oui. Affiliée, ça consiste en quoi? C'est que ce sont eux qui trouvent leur propre magasin. Oui. On leur donne effectivement tout l'assortiment, toute la campagne d'assortiment, tous les produits, le marketing. Ils sont propriétaires des fonds de commerce ou pas? Ils sont propriétaires des fonds de commerce. Mm-hmm. Les stocks leur appartiennent, mais c'est eux qui gèrent leur magasin au niveau aussi bien commercial qu'animation commerciale. C'est la franchise, ça, non? C'est pas tout à fait ça. Au niveau de la franchise, on va beaucoup plus loin que ça, parce que c'est nous qui trouvons les emplacements. Oui. On gère aussi bien, on fait le recrutement. D'accord. C'est une franchise très assistée. Voilà, c'est une franchise assistée. On gère le commercial. Alors pour moi, il y avait un double enjeu. D'abord, il y avait une demande qui était faite. Mais en plus, à l'époque, j'avais beaucoup de financiers qui me disaient oui, aujourd'hui, à partir du moment où on grandit, à chaque fois, les frais de siège augmentent. Ouais. Là-dessus, j'aurais dit, mais c'est normal, à partir du moment où vous avez une marge, dans toutes les entreprises, vous avez des marges différentes. Et une fois, il faut arriver à une certaine marge. Après, à un certain niveau, vous n'allez pas avoir 2 directeurs financiers, 2 directeurs commerciaux, 2 directrices des ressources humaines. Mais il faut, par contre, arriver à ce statut-là. Donc l'idée était de dire d'autant plus, contrairement on va dire, à certains détracteurs que je pouvais avoir, c'est de dire avec le même personnel, eh bien, on va être capable d'ouvrir, on a ouvert une quinzaine de magasins. Et donc aujourd'hui, la franchise, dès la première année, parce que la franchise a seulement 15 mois, participe à plus de 500 000 € de résultats chez Cléor. Donc c'est un axe stratégique majeur pour vous. Voilà, tout à fait. Et en même temps, ça prouve que si on l'avait fait nous-mêmes en direct, on aurait cumulé leurs résultats, bien sûr, plus les nôtres. Gilles Benjean, il nous reste à peu près un peu plus d'une minute. C'est la France, c'est l'Europe, c'est quoi votre cible et votre marché? Aujourd'hui, c'est la France? Essentiellement, c'est la France. Aujourd'hui, ce n'est que la France, mais on pense à d'autres destinations. J'en avais parlé déjà, c'est la Belgique, ou carrément beaucoup plus loin, à plusieurs milliers de kilomètres. Le modèle que vous avez mis en œuvre, qu'évoquait Arnaud, en termes de production, etc., il est très utilisé dans le reste du monde, ou bien vous avez là un avantage qui reste stratégique? Aujourd'hui, vous savez, c'est un tout petit monde, donc tout le monde a tendance à faire comme les autres. Donc aujourd'hui, on garde un avantage encore bien particulier, surtout dans la fantasy, et aussi dans tout ce qui va être théâtralisation des produits, mise en scène des produits, parce qu'on a besoin de faire rêver les gens. Dernière question, réponse en 15 secondes. Aucun regret d'avoir un jour quitté le bulletin de salaire qui tombe tous les mois, une forme de sécurité? Non, pas du tout. Rassurez-moi. Dites-moi comme tout le monde, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Effectivement...
J'aurais dû le faire plus tôt, ça aurait été encore beaucoup plus facile pour moi. Et je vous ai pas forcé. Ah non. Merci beaucoup Gilles Benjean. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Clear. On retrouve tout de suite quelqu'un que nos auditeurs téléspectateurs connaissent depuis longtemps. C'est la niaque de la semaine. Je vous la livre dans une seconde. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Et la niaque de la semaine, Arnaud, c'est quelqu'un qui était le héros de la 400e de notre émission, Romain Blanco, le cofondateur de Marie-Antoinette. Oui, notre niaque de la semaine, c'est une jeune vieille connaissance, c'est notre ami Romain Blanco, vous le rappeliez, longtemps chroniqueur dans cette émission, et où nous avions pu ainsi suivre les débuts de ce qu'on appelle aujourd'hui une fashion tech, lancée en 2015, d'abord sur un concept de do-it-yourself, autour de tout ce qui concerne effectivement le style. Aujourd'hui, ce qui fait son actualité, ce qui justifie, au-delà du plaisir qu'on a toujours le retrouver, sa venue dans cette émission, c'est son pivot avec le lancement d'une nouvelle offre, elle s'appelle Capsule Studio. Le but, c'est d'offrir une nouvelle expérience de la mode avec une place de marché de vêtements en production participative. Il va nous détailler tout cela. C'est un pivot pour lequel, à n'en pas douter, le mentorat dont il peut bénéficier au sein du MoveJ va lui être utile, n'est-ce pas, cher Bénédicte Sanson, délégué général du MoveJ et fidèle de cette émission? Tout à fait, oui, je crois que Romain, c'est vraiment le prototype des entrepreneurs qu'on aime accompagner. Il s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que je deviens entrepreneur? Est-ce que je ne le deviens pas? Oui, il nous écrivait des mails pour dire voilà. Votre émission m'a donné envie d'entreprendre et on en a fait notre héros de la 400e. Voilà, il était partenaire du MoveJ quand il était salarié, il passe entrepreneur et il vient nous voir. Et effectivement, pour nous, c'est un bel exemple de quelqu'un qui apprend à grandir avec son mentor, apprend à trouver sa voie d'entrepreneur, parce que c'est effectivement pas toujours si simple de passer de l'un à l'autre. Alors Romain, on va faire un truc inhabituel, on vous laisse parler, parce qu'en fait, on n'a que 3 minutes pour rattraper à peu près 12 mois d'antenne qu'on n'a pas eu ensemble. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques mois, puisqu'on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois? Déjà, je suis ravi de revenir parmi vous, faire un petit saut en version télé et radio. À vos côtés, exactement. Depuis quelques mois, il s'est passé pas mal de choses, puisque, en fait, pour rappeler le concept, effectivement, on crée des collections de vêtements qu'on propose à faire soi-même avec la marque Louis-Antoinette. J'ai dit Marie-Antoinette, pardonnez-moi, oui. C'est Louis-Antoinette. Ça arrive souvent. Ça doit arriver souvent. C'est un peu voulu peut-être au départ, ce clin d'œil. C'est ça. J'ai été confused. Mais notre objectif de base, c'était de pouvoir recréer une nouvelle expérience de la mode avec... Le principe racine de notre concept était de se dire, il y a une centaine d'années, lorsque vous vouliez faire un vêtement, vous aviez 2 choix, soit le faire vous-même, soit le faire réaliser par une couturière de votre quartier. Or, la partie faire soi-même, on l'a fait pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, on a développé un concept. C'était le début, quand vous nous racontiez le début de votre aventure. Exactement, on a 200 points de vente, on est une entreprise qui tourne, on a un certain nombre de clients, et on s'est rendu compte que tous les modèles qu'on réalisait, il y avait pas mal de gens qui ne savaient pas coudre et qui souhaitaient pouvoir le faire réaliser par une couturière. Et là, c'est la deuxième partie qui entre en jeu, qui est pas vraiment un pivot, mais un enrichissement en fait de notre offre actuelle, qui permet à toute personne qui ne sait pas coudre ou qui n'a pas forcément le temps de coudre, de faire réaliser un modèle sur la base d'un patron de notre collection ou de partenaires qui réalisent des patrons. Le faire réaliser par des couturières, c'est là l'idée de plateforme, c'est-à-dire que vous facilitez l'entrée en contact avec des couturières qui peuvent justement permettre de fabriquer vos vêtements. Tout à fait. En fait, on a une centaine de couturières aujourd'hui, 50 qui sont actives sur notre plateforme. Des pros? C'est des pros en général? Alors, on a différents profils. Alors déjà, elles sont exceptionnelles parce qu'elles sont surmotivées. Forcément. C'est Louis-Antoinette, c'est hors norme. Voilà. On les sélectionne, donc il n'y en a qu'une seule sur 5 qui réussit la sélection. Elles sont surmotivées, elles ont des compétences très, très pointues. On a 3 profils. On a le profil j'ai du temps libre, je suis femme au foyer par exemple, ou alors j'ai un mi-temps et j'aime faire la couture et je veux travailler, faire la couture dans mon temps libre. On a également des auto-entrepreneurs, des personnes qui travaillent, qui ont un métier mais qui, dans leur temps libre, en tant qu'auto-entreprise, donnent des cours de couture ou également de confection. Et la troisième personne, ce sont des ateliers de couture, qui sont eux-mêmes, pour qui on est apporteur d'affaires. 1 minute. Qu'est-ce qui marche le mieux et où en êtes-vous et comment ça se développe? Alors, on a lancé il y a une quinzaine de jours, donc c'est très récent. La plateforme? La plateforme, d'accord, exactement. Okay. Ouais, okay. Tout à fait. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, on se rend compte que l'interaction avec les clients est très riche. Les couturières sont d'un conseil exceptionnel. Vous pouvez choisir votre tissu, la doublure de votre vêtement, vous pouvez choisir la taille. Si vous êtes trop grand, si vous êtes trop petit, vous pouvez adapter. On est principalement sur une offre femmes et enfants
à ce jour. On aimerait enrichir pour l'homme, pour vous Philippe par exemple, qui est très grand, ça va pas forcément être évident de trouver à chaque il est fois... très gros, il est très grand, ça va. De trouver chemise à sa taille tout le temps. Donc ce qu'on propose nous, c'est un vêtement unique et personnalisé. Mais toujours avec vos propres collections, vos propres designs, vos propres créations. Non, on a également enrichi avec un certain nombre de partenaires. Aujourd'hui, on a près de 300 modèles de patrons avec d'autres marques de patrons qui sont des partenaires et qui ont rejoint l'aventure. Merci Romain Blanco, cofondateur de Louis-Antoinette et de CapsuleStudio.co. Restez avec nous sur BFM Business. On marque une pause. Juste après la pause, on se retrouve pour la deuxième partie d'émission Entreprise et Capital. À tout de suite. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.